Alors, menottes. Tous les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h, avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal, Bruxelles revit. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission Bruxelles revit. Bonsoir Soraya. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Bruxelles revit. Alors ce soir, nous sommes accueillis à la librairie Bleu d'Ancre et on les en remercie d'ailleurs. C'est une librairie plantée en plein cœur du parvis Saint-Pierre. C'est là que nous allons passer cette soirée, accueillir différents commerçants, différents opérateurs de quartier qui vont venir nous expliquer comment ça se passe pour eux le déconfinement. Il y aura effectivement des commerçants, il y aura forcément un libraire, il y aura aussi un restaurateur, Charlotte. Et puis on parlera du décrochage scolaire et notamment à cause de cette crise, voir les conséquences que ça aura avec des acteurs de quartier. Et puis on vous promet de la musique live et surtout des cadeaux à remporter tout au long de cette émission. On la démarre cette émission et on va tout de suite s'installer à la petite table coin qui nous a été offert, mis en place par toute l'équipe ici de la librairie Bleu d'Ancre, une librairie qui est dirigée par la personne que j'ai juste en face de moi, en l'occurrence Claude Aronis. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue. Merci de nous accueillir. On a pris un petit peu de place dans cette librairie. Je le disais à l'instant, on est situé en plein cœur du quartier du Parvis Saint-Pierre. C'est un quartier qui est particulièrement animé maintenant que tout est réouvert. C'était pas forcément le cas il y a encore quelques semaines. Il y a quelques semaines, c'était mort. Donc, je veux dire, clairement, c'était mort. Il y avait pas une voiture, il y avait personne qui bougeait. C'était excessivement calme. Et puis là, la vie reprend petit à petit et c'est ma foi très agréable. On est vraiment en plein centre d'Uccle et c'est un petit village. Tout le monde se connaît ici. Alors la particularité en ce qui vous concerne, c'est que vous, pour le coup, vous n'avez pas été fermé pendant le confinement. Non, c'est-à-dire que comme on vend de la presse, comme libraire, on vend de la presse et donc on est resté ouvert. C'était une volonté très claire de ma part de rester ouvert. Alors on a réduit les horaires, c'est-à-dire qu'on est ouvert que jusqu'à 14h pendant le confinement, mais je pensais qu'il était très important que le public et nos clients aient accès à la presse. Je pense que dans des périodes difficiles, rien de tel que promouvoir les valeurs de démocratie et d'avoir plusieurs sources d'informations, et donc je suis ravi d'être resté ouvert rien que pour ça. Ouais, et c'est important d'avoir plusieurs sources d'informations vu ce qui circulait parfois sur Internet. Alors pour autant, on venait chercher de la presse, on venait chercher des livres aussi, parce que vous vous êtes lancé pour le coup aussi dans la livraison, comme pas mal quelques librairies, on va dire, durant ce confinement. Oui, il se fait qu'on avait créé, juste mi-janvier, on avait créé un nouveau site internet où les gens peuvent passer commande, et donc on a fait des livraisons, ou bien les gens nous appelaient et on préparait les colis pour ceux qui le désiraient. On avait un peu cloisonné la librairie, donc là, juste derrière moi, vous voyez que c'était juste la fin de la librairie, donc les gens ne pouvaient pas aller plus loin, et on préparait les colis pour ceux qui le désiraient. Vous allez continuer à le faire, parce que ce confinement, pour beaucoup de gens, ça a été comme un wake-up call, c'est vraiment un réveil, et cette envie de peut-être aller faire concurrence aux grands, Amazon, qui occupe tout le terrain finalement sur Internet. Est-ce que ça vous a donné des envies de poursuivre ça dans le futur ? C'est-à-dire que le site, on avait déjà envie de le faire parce que déjà de notre système, ça permet aux gens de pouvoir faire des commandes éventuellement de livres, de titres que nous n'avons pas, et donc de ne pas devoir se déplacer deux fois simplement. Maintenant, moi je tiens beaucoup au contact physique, à avoir les gens qui viennent, avec qui mes libraires peuvent faire du conseil, faire découvrir d'autres choses, parce que vous savez, le problème d'Internet, c'est que souvent on commande soit ce qu'on a entendu, soit ce qu'on s'est dit qu'il fallait absolument lire, ou continuer le même type de lecture. Je crois que c'est intéressant quand on va dans une librairie avec de bons libraires, c'est justement pouvoir découvrir d'autres choses, pouvoir s'ouvrir l'esprit sur d'autres horizons, voyager autrement, voyager dans la tête. Et donc je crois, oui, il y a le site, mais rien ne remplacera jamais le contact humain. Et de toute façon, alors on va rester précisément sur le contact humain. Vous qui êtes resté ouvert tout du long, vous avez vu un état d'esprit se modifier, changer au fur et à mesure ? Clairement, je crois vraiment que c'était une période très intéressante. Je veux dire, on a travaillé avec une équipe un peu plus réduite, mais on voyait vraiment nos clients qui arrivaient, qui étaient heureux de nous voir, qui nous remerciaient,
j'avais pas l'impression de faire quelque chose de spécial, hein, mais je veux dire qu'ils nous remerciaient vraiment d'être là. Pour beaucoup, on était sans doute le seul contact social qu'ils avaient sur leur journée, de pouvoir échanger 5 minutes comme il fallait, et de manière vraiment très calme, très apaisée. Donc c'était une période, ma foi, je trouve très intéressante par rapport à ça. Et aujourd'hui, alors précisément, parce que là, pour le coup, on est sorti du confinement, la librairie ne désemplit plus, en tout cas ça défile fameusement. Est-ce que vous changez, est-ce que vous sentez des changements dans les comportements au sein les comportements ont librairie? changé. Je veux dire, clairement, on doit quand même respecter les mesures sanitaires parce que je ne pense pas que ce soit fini. Je pense qu'il faut encore rester très prudent par rapport à tout ça. Donc, voilà, tout le monde découvre les nouvelles mesures d'hygiène qui, pour moi, étaient essentielles déjà au départ. Donc, c'est de se laver les mains, faire attention. Et les gens sont très disciplinés. Je veux dire, de nouveau, on habite dans un petit village. Hein. Donc, on est, oui, en plein centre de ville, en plein centre d'Uccle. Mais je le vois que chez mes voisins boulangers ou bien à la boucherie, les gens font la file sans aucun problème. On a de la chance avec le temps, donc il pleut pas trop. Mais les gens sont ravis. Les gens parlent à 1 mètre de distance, mais ils parlent et sont ravis d'être là. Et donc, dans la librairie, on essaye qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps pour justement pouvoir conserver tout ça. Il n'y a pas la peur du contact. Vous sentez des changements dans la manière de, je sais pas moi, de toucher en fait aux objets, aux livres? Parce que c'est vrai que c'est important le contact, vous le disiez, mais le contact avec le livre aussi. Est-ce que vous sentez qu'à cet endroit-là, ça a changé quelque chose? Absolument. On a de tout. Hein. On a des gens hyper prudents qui veulent toucher à rien, qui veulent même pas que nous touchions le livre qu'ils vont acheter. Donc qu'ils font très attention. On a les gens qui s'en foutent un petit peu, mais on essaye nous de toute façon. On a disposé du gel hydroalcoolique célèbre à l'entrée du magasin, et donc on insiste pour que les gens se le frottent. Il y a des gens qui ont des masques. Nous on favorise le masque et les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais on le propose en tout cas. Et à partir de ce moment-là, oui, les gens nous demandent, tiens, est-ce qu'on peut toucher, est-ce qu'on ne peut pas toucher? Mais moi, je dis, si vous êtes lavé les mains, oui, bien sûr, vous pouvez toucher, il n'y a pas de problème en soi. Et pour vous, les choses ont changé? Vous sentez que vous êtes le même dans l'approche des clients, dans l'approche de tout ce qui peut se vivre dans une librairie comme la vôtre? Oui, je crois, parce qu'on a toujours été très proche de nos clients. Donc on reste, je veux dire, vous savez, ça fait maintenant 10 ans plus de 10 ans qu'on est là. Nos clients, on les connaît tous, on sait ce qu'ils veulent, on connaît leur nom. Je veux dire, beaucoup sont devenus des amis. Donc je veux dire, cette chaleur existe et pour nous c'est très important. C'est l'accueil et puis c'est échanger. Donc on échange sur nos lectures, on échange sur tout. Ouais. Alors la particularité quand même ici de ce quartier, j'ai presque envie de dire de la commune, c'est qu'il y a énormément de librairies. Pour le coup, il y a des communes à Bruxelles où il n'y a pas de librairie du tout. Là, il y en a quand même quelques-unes autour. Ça va, ça se passe bien. Pour le dire crûment, est-ce que ça va? Vous faites pas trop concurrence parce que c'est rare d'avoir autant de librairies dans un espace comme celui-là. Mais écoutez, franchement, je pense que tout se passe en bonne intelligence. Je veux dire, j'ai jamais eu le moindre souci avec mes voisins qui sont de bons professionnels aussi. Et vous communiquez entre librairies? Assez peu, simplement parce qu'on n'est pas juste à côté. Disons que je communique avec mes voisins directs et j'ai pas l'occasion d'aller jusque chez eux. Finalement, on est quand même, vous savez, même ici sur Uccle Centre, on peut se dire, il y a le parvis avec la rue Xavier de Bus, ça fait un peu un quartier. Et puis juste à côté, il y a la Chose Albert. Quelque part, c'est pas la même. J'ai la perception que c'est pas tout à fait la même clientèle, c'est pas tout à fait le même le même quartier. Et pourtant, on est à 50 mètres. Donc on sent un petit peu une différence. Et puis chacun a ses spécificités, donc il y a aucun problème. Et surtout, il y a de la place pour tout le monde. Je crois que au plus il y a de librairies, au plus il y aura d'offres, au plus les gens auront envie de lire. Donc c'est très bien. Oui, assurément. Je me suis laissé dire, alors détrompez-moi, que vous aviez une autre passion, le rugby, c'est vrai ça? Mais absolument. D'ailleurs, vous savez, j'ai hésité à mettre mon t-shirt du club, et puis ma femme a dit non, mais c'est pas grave, j'ai quand même mis les couleurs du club, donc je suis pareil. Mais le rugby, c'est très important pour moi. Je me permets de vous poser la question parce que finalement, c'est pas tous les jours qu'on a un fan de rugby à la table. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est un sport de contact, un sport de collectif où on se touche pas mal. Ouais. Ça se passe comment à cet endroit-là? C'est fini le rugby là pour? Alors pour le moment, le rugby c'est compliqué. Hein, donc on attend évidemment les nouvelles mesures. Alors au niveau du club, au niveau de la fédération, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? C'est que maintenant les entraînements ont pu reprendre, mais par groupe de 20, en respectant les règles. C'est possible ça? Oui. De faire du rugby sans... C'est-à-dire que comme on est en préparation de saison et que les athlètes ont quand même pendant 2-3 mois un peu baissé le pied, donc il faut faire une réathlétisation. Et donc de toute façon on est en période de préparation. Donc c'est de la condition physique, c'est du travail technique. Et donc je vois les entraîneurs qui apportent leur sac de ballon, qui les désinfectent avant, après. Et alors pour les jeunes, donc jusqu'à 12 ans, là c'est comme à l'école, ils ont droit au contact, ils ont droit à d'autres choses. Donc c'est plus facile à gérer. Mais je crois qu'ils en avaient tous beaucoup besoin.
Allez, vive l'Ovalie et merci encore une fois. Et vive le rugby surtout. Et vive le rugby. Merci de nous accueillir encore une fois, Claude Aronis. Je rappelle que vous êtes le patron ici de cette librairie Bleu d'encre. Vous restez parmi nous, vous êtes dans le coin de toute façon, prenez l'apéro d'ailleurs. Je suis pas très loin et puis il y a beaucoup d'amis qui sont là pour vous supporter, il n'y a pas de souci. Merci à vous d'être venus. 19h et presque 10 minutes, vous êtes toujours à l'écoute de BX1 et si vous venez de nous rejoindre, sachez que ce soir nous sommes en direct du Parvis Saint-Pierre, n'est-ce pas Charlotte ? Exactement, passage de micro. On parlait des jeunes, on parlait de rugby. Eh bien, on va continuer à parler des jeunes et pourquoi pas aussi de l'école, puisque, vous le savez, les jeunes, ils ont quitté les bancs de l'école. Ils ont essayé, évidemment, de continuer l'école à la maison. Alors, on va parler d'une ASBL qui œuvre ici au Parvis Saint-Pierre. C'est l'ASBL Odyssée. Alors, l'ASBL Odyssée, elle œuvre ici à Uccle, mais elle œuvre surtout partout à Bruxelles, notamment pour lutter contre le décrochage scolaire. Alors, elle aide les jeunes et elle essaye de leur redonner goût à l'apprentissage. Avec moi, Catherine Stenzel, qui est présidente ou en tout cas directrice de ASBL Odyssée. Je vais y arriver. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, le décrochage scolaire, c'est un sujet de tous les jours, en toute période, mais peut-être encore un peu plus ici pendant cette période de confinement, parce que c'est vrai que les jeunes ont quitté pour le coup tous les bancs de l'école. Ils ont dû suivre ou pu suivre des cours à distance. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez gardé contact notamment avec les jeunes que vous avez aidés tout au long de l'année scolaire ? Alors disons qu'on a gardé partiellement contact avec les jeunes qu'on aide tout au long de l'année scolaire. Alors il faut savoir que Odyssée accompagne les jeunes sous différentes formes. Il les accompagne en faisant de l'accompagnement individuel, mais il les accompagne aussi en faisant du travail dans les écoles avec des groupes classes. Et il les accompagne aussi en donnant des formations aux professeurs pour que les professeurs soient bien formés à la problématique du décrochage scolaire. Alors évidemment, les écoles ayant fermé, on n'a plus pu accompagner les groupes classes. Et à ce moment-là, on a immédiatement réagi en se disant c'est pas grave, on va en tout cas continuer à accompagner les jeunes individuellement et les contacter les uns après les autres. Mais il faut savoir que notre public, c'est quand même un public décrocheur. Comme c'est un public décrocheur, évidemment, c'était quand même difficile pour eux de quelque part continuer un travail. Et puis aussi, il faut savoir aussi qu'on travaille quand même beaucoup avec des gens qui sont relativement précarisés, donc qui ne sont pas toujours dans des très 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 bonnes conditions pour pouvoir travailler avec du virtuel. Donc déjà l'école pour eux c'est difficile, alors si on rajoute en plus une situation comme celle-là, ils sont déjà en perte de sens, ils sont déjà en train d'appeler au secours d'une manière qui nous paraît évidemment à nous peut-être un peu particulière, mais en fait c'est ça qu'ils font, ils décrochent parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre manière de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors une situation comme ça, évidemment, ça ne les aide pas, quoi. Est-ce que vous avez eu des nouvelles pendant ce confinement ? Vous avez réussi à garder le contact avec certains de ces élèves, peut-être même pris contact avec de nouveaux élèves, de nouveaux parents ? Alors, en tout cas, on a pris contact, comme je le disais, on a pris contact en tout cas avec tous les jeunes qu'on avait dans quelque part notre petit panier, on a pris contact avec tous. Alors je dirais qu'il y a peut-être 25-30% des jeunes qui ont accepté qu'on continue à les accompagner dans cette période. Maintenant qu'on sort du confinement, ils recommencent à être plus prêts. Mais c'est pas du tout évident. Comme je disais, ils vivent pas dans les mêmes situations. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils ont tous une grande maison avec un grand jardin, avec chacun leur chambre, etc. Il faut tenir compte du fait que dans des milieux précarisés, éventuellement, ils sont dans un petit appartement. Il y a un seul ordinateur pour toute la famille. Il y a le père, il y a la mère qui est en télétravail. Il faut trouver le moment. Alors bien sûr, ils ont un smartphone, ça ils ont tous, mais réussir à vraiment avoir des conversations très très privées sur des sujets vraiment qui sont liés à l'émotion et continuer une scolarité aussi comme ça quand on n'a pas son propre ordinateur, qu'on n'a pas son propre matériel, qu'on n'a pas sa propre chambre, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Alors si on s'est rapproché ici du Parvis, c'est parce que les bureaux de l'ASBL se trouvent juste un peu plus loin, à quelques mètres. Ah oui, tout à fait, juste derrière, pas tout à fait derrière l'église, mais au-dessus de la mutuelle et
et de la bibliothèque communale. Je le disais au début, vous œuvrez évidemment ici sur la commune d'Uccle avec les écoles et aussi les jeunes du quartier, mais vous œuvrez surtout dans tout Bruxelles. Il n'y a aucune commune qui sont épargnées du décrochage scolaire. Ah non. Alors là vraiment, on travaille sur les 19 communes, on travaille parfois en Wallonie aussi. Et bien sûr, on travaille à Uccle, parce que voilà, on a nos bureaux à Uccle, et donc on travaille avec différentes écoles à Uccle, on travaille avec même des écoles des élèves des écoles de Crolly, même du lycée français, même de l'école européenne, bien évidemment, parce que le décrochage, il n'épargne personne. Alors il va de soi, évidemment, que le décrochage, il est un petit peu plus facile quand on est issu d'un milieu plus favorisé, mais en attendant, il n'épargne personne. Et donc on travaille partout. Cette année scolaire 2020, alors déjà il y a l'année 2020 qui se termine ici, en tout cas en juin, il y a des examens qui vont commencer, et puis il y a la nouvelle année qui va démarrer en septembre. Est-ce qu'elle va avoir un goût particulier à la fois pour votre association, mais surtout peut-être pour les élèves et les étudiants ? Alors disons que pour nous, on se sent, on a beaucoup bougé, on a commencé à faire des ateliers, on a fabriquer des ateliers plus virtuels. On a pris le temps pendant ces 3 mois à vraiment réfléchir à la suite. Et en fait, on est quand même convaincus que l'année prochaine va être une année assez compliquée et qu'il va y avoir beaucoup de décrochage. Mais il n'empêche que même s'il y a beaucoup de décrochage, on est convaincus aussi parce qu'on vient de recommencer des ateliers et en virtuel et en présentiel avec certains jeunes, avec certains groupes de jeunes. Et on a vraiment vu que ces 3 mois, finalement, ils ont aussi appris des choses. Et que, évidemment, l'école, c'est quand même quelque chose, ce sont des très grosses machines. Ils font certainement au mieux, mais bon, l'individualité n'est pas toujours extrêmement bien reconnue. Et quelque part, ces 3 mois, peut-être qu'il y avait déjà le climat anxiogène, il y avait déjà assez de problèmes comme ça. Et peut-être que ne pas leur mettre de pression jusqu'au début de l'année prochaine, c'est peut-être pas mal. Ils ont aussi été à l'école de la vie, peut-être tout simplement ? Exactement. Et donc nous, en tout cas, les 2 groupes qu'on a maintenant, on est terriblement impressionnés. Ce sont des gamins qui ont été vraiment en décrochage déjà avant le confinement. Et ils nous sortent des choses, mais qui nous touchent et qui sont merveilleuses. Donc vraiment, on pense qu'il va se passer des belles choses quand même. Si des parents nous écoutent, aussi des élèves nous écoutent et qui voient leurs enfants étudiants s'éloigner petit à petit du chemin de l'école, notamment à cause de cette crise, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour remotiver, rebooster à reprendre ce chemin de l'école ? Alors déjà, moi je pense qu'il faut vraiment... Un jeune qui décroche, il est en train de dire quelque chose. Et la plupart du temps, les parents, évidemment... Et c'est normal, vont dire à ce jeune, mais tu travailles pas assez, tu fais pas assez. En fait, c'est souvent très critique. Il y a souvent beaucoup de jugements. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment revenir dans la relation, dans la création de liens et se dire, tiens, tu es en train de décrocher, je suis sûre que tu es en train de vouloir me dire quelque chose. Et j'aimerais écouter ce que tu veux me dire. Et en écoutant ce que tu veux me dire, je pense qu'on va trouver ensemble une solution. Merci beaucoup Catherine Stenzel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de l'ASBL Odyssée. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, vous le voyez, mais ici à la librairie Bleu d'Ancre, c'est le petit apéro du vendredi. Ça se passe comme ça à chaque fois. Les commerçants, les restaurateurs se rejoignent. Alors je vous avais promis un jeu pour vous faire gagner des cadeaux. Eh bien évidemment, à chaque émission, on vous fait gagner de nombreux cadeaux. Aujourd'hui, vous pouvez participer pour remporter 4 entrées au parc Mini Europe. Vous pouvez emmener les amis, la famille, mais vous allez aussi pouvoir remporter des sachets de thé qui sont offerts par T14, un magasin de thé au centre de Bruxelles. Alors j'essaye de ne pas me casser la binette en rejoignant Soraya. Alors pour remporter ces cadeaux, vous devez reconnaître l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles, un son emblématique de la capitale. Il y en a encore certains que vous ne pouvez pas rater. On va s'écouter un extrait. BX1+. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Schaerbeek, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarqué pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et tickets, trainworld.be. La boucherie Cortoz, c'est une histoire de famille. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. C'est le temps des barbecues. Venez découvrir notre sélection de viande pour vous garantir un barbecue
100% réussi. À côté de la place du Miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir. Depuis 27 ans, la résidence Cristallin, gérée par la famille Doyen, propose une maison de vie probablement unique en Belgique, où sécurité et qualité des soins se conjuguent avec gastronomie et confort de vie. Quel que soit votre état de dépendance, le cœur et la dignité humaine restent la préoccupation première d'une équipe dévouée à votre bien-être. Hey, besoin d'un lift? Besoin de Red Lift. Pour vos déménagements, livraisons ou travaux, on prend de la hauteur avec Red Lift jusqu'au 7e étage. Un service professionnel à partir de 50 €. Red Lift 0484 07 5 6 7 et 8. Et sur Facebook. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. Alors, on a eu un petit raté, vous avez entendu la pub. J'espère qu'on va pouvoir effectivement écouter ce mix des sons de Bruxelles. Il y a 8 sons qui sont cachés dans ce mix et on va pouvoir l'écouter. Il y en a déjà 3 qui ont été découverts. Il ne vous reste plus que 5 possibilités. Il nous en suffit un petit son caché dans ce mix. Je ne sais pas si on va pouvoir l'écouter. On va essayer de s'écouter le mix des sons de Bruxelles pour essayer de remporter ce concours. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Vous avez pu reconnaître les cloches de Sainte-Gudule, le carillon du Mont des Arts ou encore le Manneken-Pis. S'il y en a d'autres parmi ces sons que vous reconnaissez, notamment des transports en commun qu'on n'a pas encore entendus, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un mail pendant cette émission à l'adresse lemixdesons@bx1.be. Vous pourrez remporter donc des places pour Mini Europe, mais aussi des sachets de thé offerts par T14. Et puis dépêchez-vous parce qu'on appellera un auditeur avant la fin de cette émission pour justement remporter ou pas, ou en tout cas participer à ces cadeaux. Soraya, c'est à vous, je vous passe le micro. Passage de témoin et on poursuit cette émission toujours en direct depuis le Parvis Saint-Pierre. Vous le savez, 2 fois par semaine, les mercredis et vendredis, on est en vadrouille un petit peu partout à Bruxelles pour essayer de prendre le pouls de cette capitale qui sort du confinement. On donne la parole, en tout cas on reste à l'écoute de tout ce qui se fait sur le terrain dans différents secteurs, en ce compris dans le secteur commercial, représenté ici ce soir par vous, Kate Meus. Bonsoir et merci ici ce soir. Alors, vous êtes vraiment littéralement du quartier. Vous n'êtes pas loin, en tout cas. Vous avez une boutique atelier. Vous vous intéressez principalement, on va dire, et vous vendez principalement du mobilier vintage. Est-ce à dire que vous êtes du genre à pas mal chiner un petit peu partout à Bruxelles ? Oui. Enfin, d'habitude, en tout cas, à Bruxelles ou ailleurs, parce que je peux traverser les frontières aussi pour aller chercher du mobilier. Je peux aller en France, en Hollande, en Allemagne, mais aussi faire des brocantes, le marché aux puces qui me manque beaucoup. Alors c'est à ça que je voulais en venir, évidemment, parce que quand vous chinez ici à Bruxelles, et évidemment l'endroit stratégique, ça reste le jeu de balle. Qu'en est-il ? Il y a beaucoup de marchés qui ont réouvert, celui-là pour le coup pas ? Ben oui, j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce qu'en fait, et des brocantes comme au plan incliné de Ronquière, qui avait lieu dimanche dernier, ou des marchés ou des maraîchers peuvent vendre des fruits et légumes, sont des rassemblements qui sont autorisés, et il n'y a pas de proposition pour le jeu de balle, alors que les commerçants sont d'accord de se partager l'espace sur différents jours pour que cela se passe dans les conditions nécessaires. Mais voilà, je ne sais pas ce qui bloque. Le message est passé. Il reste encore des petits secteurs à déconfiner. Celui-là en est un aussi, ici en l'occurrence le marché du jeu de balle. Alors comment vous faites pour le coup, sans matière première, si j'ose dire ? On a toujours un petit stock qui traîne. Ah, c'est ça. Donc là, vous travaillez sur les stocks. Je travaille sur les stocks. Je travaille sur des achats aussi que je me fais envoyer par la poste. Dimanche, je pars pour 2 jours en Hollande faire un grand tour de 800 km pour récolter des choses à gauche à droite chez des contacts que j'ai. Alors on le disait tout à l'heure, vous récupérez des mobiliers. Tout est un petit peu dans le titre de votre boutique, Retro Factory. C'est du rétro, c'est du vintage que vous retravaillez chez vous à l'atelier, enfin là où vous pouvez, parce que voilà, tout ça prend évidemment beaucoup d'espace. Tout à fait. Les espaces sont vite remplis justement par le stock. Donc à un moment donné,
pour certains trucs, la peinture, ce sera les jours de bon temps. Quand je peux me mettre dans le jardin derrière le magasin, il y a un grand jardin, ça c'est assez chouette. Et puis en fait, j'habite au-dessus de la boutique, ce qui me permet aussi de pouvoir travailler ailleurs et restaurer les pièces. Oui. Alors, vous, la particularité, comme tous les commerces, vous avez été plus qu'encouragé. On vous a demandé de fermer. Vous auriez pu continuer à vendre, en passant notamment en ligne. Vous avez fait le choix, m'avez-vous dit, de ne pas continuer à vendre. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, Kate Meus ? En fait, j'étais malade, moi, fin février, et mon compagnon a suivi. Alors, je ne sais pas si on a eu le Covid, mais en tout cas, quand il a été question de sortir faire des courses, il était impensable pour moi de sortir sans masque, car on ne pouvait plus s'en fournir. Depuis que je suis toute petite, je sais utiliser une machine à coudre. J'ai été styliste dans le passé, donc j'ai beaucoup de tissus à la maison. Et ma maman faisait des rideaux et j'avais des chutes de tissu occultant, qui est une toile en polyester qui est bien pratique. Donc je me suis mise à faire des masques. J'ai même fait un tuto que j'ai mis sur YouTube. Ah, c'est vous alors. Merci. Il y en a eu quelques-uns qui on est nombreux. Et donc j'ai commencé à faire des masques pour l'un, pour l'autre, et puis de mettre un petit poste et de recevoir des centaines de demandes. Donc de fil en aiguille, je me suis mise à coudre 7 jours sur 7 pendant 2 mois et d'offrir des masques pour des besoins très importants, des choses où je me disais c'est pas possible de s'arrêter. Des cuisiniers dans un hôpital qui n'ont pas de masque, c'est impossible pour moi. Donc oui, je vais envoyer une enveloppe de 10 masques, etc., etc. Et qui vous a contacté? Alors là, vous le dites effectivement des hôpitaux. Le bouche à oreille a fonctionné si vite, si bien. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Et donc, en fait, ce sont des gens que vous n'aviez jamais rencontrés jusque-là. C'est pas forcément des gens que vous connaissiez, de vos réseaux personnels. Alors, mes réseaux sociaux, c'est pas mes réseaux sociaux personnels. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, en ce qui s'agit des masques, j'ai posté ça sur la page Facebook et Instagram du magasin. Donc, c'était principalement mes clients au départ. Et puis ces gens partagent, donc ça devient viral et de fil en aiguille, il y avait des centaines de demandes qui venaient d'un peu partout. Et ça fait quoi comme ça de changer presque de métier, d'activité du jour au lendemain, de passer du mobilier à la fabrication de masques? Vous vous jetez dedans sans trop réfléchir? Ça m'a fait des vacances intellectuelles parce que là, j'avais qu'à faire de la couture, donc c'était pas mal, c'était reposant intellectuellement. Et puis je me sentais utile et c'était un moment particulier, donc voilà, j'ai pas mal vécu ce confinement grâce à ça probablement. Et vous continuez à en faire aujourd'hui? Un petit peu, pour les vendre dans mon magasin. Maintenant, je les vends. Ouais. Vous avez eu des retours, des gens que vous avez soutenus avec ces masques? Oui. Et plein de petits cadeaux de ceux à qui je les offrais. Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? Alors, des confitures maison, de l'huile d'olive, du vin. À un moment donné, j'ai dit arrête avec le vin. Des fromages, du pain. Des choses amusantes comme ça, des œufs de Pâques, quand c'était le moment. Donc vous avez bien mangé, là le frigo est bien rempli pour quelques mois. Ça va, c'est consommé depuis. Oui. Alors voilà, depuis vous avez réouvert la boutique. Aujourd'hui, elle est définitivement ouverte. Voilà. Ça s'est passé comment au moment d'ouvrir? Il y a eu un petit moment d'angoisse? Alors, j'avais une toute petite crainte. Alors, pas la crainte de tomber malade ou d'infecter quelqu'un, puisque j'étais persuadée que voilà, j'avais contracté le virus. Plus de savoir comment gérer les choses. Mon magasin est rempli de 1000 objets, impossible de désinfecter tous ces objets. Mais en fait, et alors de devoir aussi faire l'agent de police avec les gens qui arrivent. J'ai mis un papier à l'entrée du magasin, limitant l'accès à 5 personnes. J'ai demandé que les gens portent un masque, mais il arrive que des gens rentrent et ne le portent pas. Et s'il n'y a personne d'autre dans le magasin, ils me demandent « Oh, pardon, j'ai pas de masque ». Je dis « Tant qu'il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Peut-être que si quelqu'un arrive, ce serait bien d'en porter. » Mais les choses se sont de manière générale, enfin non, permanente, bien passées. Ouais. Donc finalement, il ne faut pas faire la police à l'intérieur du magasin. Non. Ça se passe bien depuis. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes réouvert? Depuis le mercredi, puisque c'est mon jour d'ouverture, depuis l'autorisation. Depuis l'autorisation. Et ça va maintenant? Enfin, vous avez la sensation que quelque chose a changé, même chez vous? Alors j'ai remarqué que dès l'ouverture, alors c'est vrai que j'ai un commerce qui a des vocations écologiques, durables, c'est de la récupération. Il y a même pas de nettoyage ou de choses. Voilà, parfois il y a un coup de peinture, mais c'est une forme de recyclage qui est la plus efficace et la moins polluante. Donc oui, il y a des prises de conscience qui se font, mais disons que ma clientèle, ce sont toujours ces gens-là. Mais j'ai vu beaucoup de gens arriver après le confinement, parce que peut-être qu'ils ont eu le nez sur une ampoule où il n'y avait pas de lampe depuis 2 mois et qu'enfin ils se sont décidés à l'habiller. Voilà, disons qu'à partir de maintenant, la fréquence des visites, c'est quand même un petit peu moins que d'habitude. Oui, oui.
On croise les doigts en tout cas pour que ça puisse reprendre. On croise les doigts aussi pour que ce marché du jeu de balle puisse réouvrir pour eux très certainement. Et puis on va vous souhaiter un bon voyage aux Pays-Bas du coup. 800 km, c'est ça? Oui. Ça fait une petite trotte. Merci infiniment en tout cas, avec grand plaisir, d'être passé avant votre voyage ici dans cette librairie Bleu d'encre, puisque on vous le rappelle, ce soir nous sommes en direct depuis le Parvis Saint-Pierre, n'est-ce pas Charlotte? Exactement, et je vais reprendre Charles avec moi pour repartir justement sur le Parvis Saint-Pierre, parce qu'on vous parlait des commerçants du quartier, il y a aussi évidemment les restaurants du quartier, et on va partir à la rencontre du gérant du restaurant Le Petit Pont. Alors il faut savoir que c'est le plein rush, 19h30, les restaurateurs sont pleins évidemment en respectant les mesures de sécurité. On entend effectivement 19h30 les cloches, on se rapproche, je vais même emmener Charles de l'autre côté, pour se rapprocher du restaurant, en essayant de rester vivant. Alors, le Petit Pont, c'est une brasserie qui se cache derrière l'église du Parvis Saint-Pierre ici. Et le gérant, il s'appelle Mohamed Boussaïn. Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour. Alors, votre restaurant, on pourrait aller un peu plus loin pour le voir, mais il est juste derrière. Vous êtes sur le Parvis et alors vous êtes dans un monument quand même qui ne passe pas inaperçu, puisque c'était un ancien relais de poste. Oui, tout à fait. C'était un ancien relais de poste qui, avec le temps, est devenu un restaurant. Et il faut savoir que pour la petite histoire, que c'est le seul établissement et le seul lieu où on a la véritable situation géographique au niveau de Uccle, qui est vraiment au niveau des sous-sols de Uccle Centre. Alors, sur le Parvis, on ne peut pas faire plus sur le Parvis. Alors, le Petit Pont, c'est une brasserie. On y mange des entrecôtes, par exemple. On y mange, un plateau de fruits de mer, peut-être. Pas chez nous. Nous, on est plutôt... C'est raté. J'aimerais bien. Mais bon, suite évidemment avec ce qui s'est produit ces derniers temps, ça a été un petit peu plus difficile, forcément. Mais on y mange une belle pièce de bœuf. On travaille de la Simmental. On travaille nos croquettes aux crevettes qui sont faites maison, bien évidemment, par des anciens qui sont là dans la maison depuis plus de 25 ans. Et donc, c'est une recette, j'oserais presque dire, bien ancrée dans la maison. Et on vient de loin pour la déguster. On n'a jamais participé au concours, mais elles sont très, très bonnes. Oui, c'est vrai, le concours de croquettes aux crevettes de Bruxelles. C'est vrai qu'il faudrait peut-être participer. Alors, je vais commencer peut-être par une question très simple. Comment est-ce que vous allez en tant que restaurateur qui a dû fermer son restaurant, qui aujourd'hui réouvre son restaurant, sous condition évidemment, comment est-ce que vous allez ? Nous allons. Alors nous allons, effectivement. Je suis de nature positive. Voilà, je suis optimiste aussi, donc nous allons. Les clients sont revenus. Ils nous aident, on travaille énormément avec des clients du quartier. Donc Uccle Centre, ça reste quand même un beau village, qui a été malheureusement mis en lockdown, comme on dit, durant 3 mois. Oui, 3 mois. Je ne triche pas. Donc effectivement, ça a été un petit peu difficile. Mais on a été malgré tout bien soutenu également par la commune qui a quand même fait pas mal de petites choses, comme notamment des rajouts de terrasses. On a fait les demandes et ça a été accepté. Donc on peut bien accueillir nos clients et surtout c'est que les clients reviennent et sortent. Vous avez parlé de la commune un peu comme un village. Est-ce que vous retrouvez cette convivialité que vous avez pu avoir, vos habitués, ceux qui revenaient et qui venaient et qui revenaient, vous avez retrouvé ça ou bien il y a quand même une atmosphère un tout petit peu anxiogène ? C'est difficile parce qu'il y a des gens comme moi qui sont optimistes et donc on sort, on n'a pas peur, on se garde quand même, j'ai mon masque également, donc voilà. Mais malgré tout, nos clients sont restés fidèles et ils reviennent assez régulièrement. La semaine dernière, ça a été quand même une belle petite semaine où tous nos clients, ils étaient très très heureux de venir manger chez nous, sur la terrasse bien évidemment, ou à l'intérieur pour récupérer ce cadre qui est assez magnifique du Petit Pont. Alors au niveau des mesures de sécurité que vous avez dû mettre en place, est-ce que vous êtes satisfait du nombre de tables que vous avez pu installer dans votre restaurant et des mesures qui vous ont été imposées ? Ça, c'est tout un problème, c'est tout un dilemme. Effectivement, on a quand même pas perdu, parce que le mot n'est pas juste. On s'est adapté, donc on a tout fait pour que nos clients puissent être accueillis dans une sécurité la plus complète, ou en tout cas selon les mesures qui ont été recommandées. Voilà. On n'a pas mis de panneaux parce que ça, c'est pas gai. On s'est dit non. On a préféré écarter les tables. Il y a le 1,50 m. Parfois, c'est 1,48 m. D'accord ?
Bon, parfois c'est 1,52 m. On ne le dira pas, hein, voilà, ça n'est pas du tout. Rien. Mais voilà, et tous nos clients, malgré tout, sont très très satisfaits. Voilà, ils se sont retrouvés, je vous le dis franchement, ils se sont retrouvés et c'était vraiment, vraiment une belle semaine de reprise. Alors, puisque vous êtes bien investi ici dans le quartier du Parvis Saint-Pierre, il y a plusieurs restaurants, il y a un bar ici, il y en a dans les petites rues qui arrivent sur le Parvis. C'était quoi l'ambiance générale? Est-ce que vous avez gardé contact avec les restaurateurs aux alentours de votre restaurant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui n'étaient peut-être pas en place avant? Pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Enfin, juste avant, on était tous en communion, on va dire, parce que tout le monde se parle, tout le monde, voilà, quand il se passe un événement, quel qu'il soit, positif ou négatif, tout le monde est au courant. Uccle est un village, faut le savoir. Donc voilà, effectivement, pendant 3 mois, on ne s'est pas vu, ou très très peu. Donc ça a été assez difficile de pouvoir mettre quelque chose vraiment en place. Mais je me répète, avec l'aide de la commune et de l'Eschwina, je pense qu'on a pu vraiment justement aller de l'avant pour pouvoir bien accueillir tous les clients. Et surtout, c'est quand même le principal, c'est qu'on puisse revivre presque comme avant, j'oserais dire. Alors avec le restaurant Le Petit Pont, vous avez fait partie de ceux qui ont élevé un petit peu la voix pendant le confinement pour dire ne nous oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas le monde de l'Horeca. Vous avez été effectivement les premiers à devoir fermer, le premier secteur en lockdown. C'était important de ne pas se sentir oublié, ou bien vous vous sentiez oublié, c'était important de crier? C'est un gros débat également, parce que moi je ne suis pas partisan de crier, je suis partisan du dialogue, et donc je pense qu'on aurait dû être encore plus en concertation avec nos dirigeants, en tout cas ceux qui nous dirigent pour le moment. On aurait dû être en concertation avec eux pour justement pouvoir leur expliquer ce qui se passe dans nos métiers, comment nos métiers sont difficiles, mais importants malgré tout. Il faut savoir qu'on génère quand même un peu plus de 500 000 emplois, et puis c'est quand même important. Effectivement, il y a eu les difficultés, mais je me répète, la seule chose la plus importante, c'est qu'on ait pu réouvrir, qu'on ait pu accueillir nos clients, et que tout se passe vraiment bien, parce que le client respecte quand même les mesures. Nous respectons ces mesures également. Et donc, je pense qu'on sera bien pour passer un bel été sur notre belle terrasse. Et même sur le Parvis de Saint-Pierre, ici à Uccle, on sera vraiment très, très bien. J'allais justement vous le demander. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été? Est-ce que vous aimeriez récupérer ces tables que vous avez non pas perdues, mais écartées un tout petit peu dans le restaurant? Est-ce qu'on peut vous souhaiter de pouvoir déplacer votre terrasse, agrandir votre terrasse? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le mieux. Nous souhaiter un bel été, du soleil, beaucoup de clients. Surtout, restez avec nous, n'allez pas trop loin, restez à Bruxelles, restez en Belgique, n'allez pas trop loin. Et puis on vous accueillera le mieux que l'on peut avec toutes les mesures qui vont avec. Et avec une très bonne croquette aux crevettes. La meilleure. Avec la meilleure. Ça, il faudra quand même voir le concours 2020 pour savoir quelle est la meilleure croquette aux crevettes. Merci beaucoup, Mohamed Boussaïn. Vous êtes donc le gérant du Petit Pont qui se trouve vraiment de l'autre côté du Parvis Saint-Pierre. J'allais dire Saint-Gilles, pas du tout, nous sommes à Uccle. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours le moment de jouer avec nous pour remporter des prix ce soir, notamment 4 entrées pour le parc Mini Europe en famille, entre amis, et encore des sachets de thé qui sont offerts par 14. Alors pour ça, il va falloir reconnaître un son caché dans le mix des sons de Bruxelles. Et alors, je vous rappelle quand même le garni qui sera gagné le 26 juin sur la place du Miroir. Si vous arrivez à reconnaître l'ensemble des sons qui se cachent dans le mix, eh bien vous pourrez remporter des nuitées d'hôtel, mais aussi des tickets pour aller au restaurant et justement faire Soraya, je cours, je vole, je retraverse le Parvis Saint-Gilles et je vous rejoins pour pouvoir continuer à faire tout ça. Le temps pour nous d'écouter le mix des sons de Bruxelles. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit.
Si vous avez reconnu l'un des sons qui se cachent dans ce mix des sons, il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse lemixdessons@bx1.be, des sons donc au pluriel. Et puis, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas entendu un bruit de transport, peut-être encore un bruit. Il y en a qui sont très difficiles, je dois l'avouer, mais il faut bien tendre l'oreille. Si vous avez trouvé l'un des sons, eh bien, n'hésitez pas à participer, puisque eh bien, dans moins de 20 minutes, nous aurons quelqu'un à l'antenne pour justement essayer de remporter tous ces cadeaux. Soraya, je suis à quelques mètres de vous. Le temps pour nous de faire une petite pause et de vous rejoindre. BX1 +. BX1 +. La SPH est à votre écoute pour toute question liée de près ou de loin au handicap. Faites le 02 515 19 19. Les assistantes sociales sont là pour vous écouter, accompagner, orienter et vous soutenir dans vos démarches. Waking up to shining morning sun. On the street a smile from everyone. In times like to say it's my lucky day. Pour ceux qui aiment la tranquillité d'esprit, il y a la parole Bellisol. Bellisol, châssis et porte sans souci. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 €. Surfez vite sur bellisol.be. Vous recherchez pour vos enfants une école familiale et à visage humain, où votre enfant pourra évoluer et se construire de la première à la 7e secondaire grâce à un large choix d'options et une école des devoirs. Une école offrant une communication en temps réel et les meilleurs outils pour faire de ses élèves les adultes de demain. Une école de proximité, facilement accessible et dans un cadre verdoyant. Une école proposant un choix de repas variés, cuisinés sur place. Une école avec des classes aux équipements numériques récents et confortables. Une école qui met au centre les valeurs de partage, de respect et de persévérance. L'Athénée Royal de Sipelberg est cette école. Sur BX1 +, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. 19h40, vous êtes bien à l'écoute de Bruxelles revit. Alors vous nous écoutez évidemment sur BX1+, vous nous écoutez aussi peut-être sur notre site ou alors sur notre page Facebook. Dans tous les cas de figure, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en direct ce soir du Parvis Saint-Pierre. On profite de l'occasion pour voir un petit peu comment le quartier ici se réveille après des semaines et des semaines de confinement. Et vous le savez maintenant, chaque émission que l'on vous propose, soit 2 fois par semaine, on essaye de profiter de l'occasion de ces balades à l'intérieur de la ville pour essayer d'en apprendre un peu plus sur l'histoire, le patrimoine de cette bonne vieille ville de Bruxelles. Et pour ça, eh bien, on invite des ambassadeurs, des connaisseurs, des historiens. Et ce soir, c'est vous, Patrick Hameux, qui avez accepté de jouer le jeu. Merci infiniment. Merci. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes membre du Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore d'Uccle et de ses environs. Tout ça, somme toute, très vous le dites précis. Complètement, c'est rare. Je le dis complètement. Ouais. Alors, première question, totalement innocente, Patrick. Est-ce qu'il existe un patrimoine archéologique et folklorique à Uccle ? Oui, il y a des fouilles qui ont été faites, et encore récemment, concernant... les fouilles récentes ont été faites dans la place de Saint-Job, où il y avait un château depuis le Moyen-Âge. Ce château a été modifié plusieurs fois, et alors il a été remplacé vers 1770 par un château de style français, mais vraiment très impressionnant. Malheureusement, ce château n'a pas vécu plus de 20 ans, parce qu'il y a eu les guerres entre les Autrichiens, les Français, la Révolution brabançonne. Ce château a disparu. Et on fait encore des découvertes sur Uccle ? Bien notamment, là, on a fait des découvertes. Et alors, les dernières fouilles ont eu lieu en 2012 dans la plaine du Bourdon. Il y a quand même, si vous vous intéressez à l'ancienneté d'Uccle, il y a quand même, Uccle même remonte au XIe siècle, mais on a trouvé des sites, notamment au Neckersgat, qui remontent au Moyen-Âge, qui remontent à la préhistoire. Et à oui, quand même. Oui, il y a quand même un passé... plus important qu'on imagine dans une commune comme la nôtre. Un passé préhistorique à Uccle. Alors ça, pour le coup, on l'aura appris ce soir grâce à vous. Alors on le dit déjà depuis le début de cette émission, ce soir, on est du côté du Parvis Saint-Pierre. Encore une question innocente, un peu néophyte. Mais un parvis, c'est quoi ? C'est pas la première fois qu'on s'arrête dans un parvis. On était au Parvis de Saint-Gilles il n'y a pas si longtemps. C'est quoi un parvis ? Le parvis, c'est l'espace qui se trouve devant l'église.
Et certains ont gardé leur forme de parvis, d'autres moins. Mais parvis, l'origine, sauf erreur de ma part, c'est simplement paradis. Paradis. C'est le paradis. Donc, c'est en lien avec la présence d'un sanctuaire. Ça, c'est le parvis. Et le parvis de Saint-Pierre, il existe depuis longtemps, forcément, il est en lien avec l'église. Oui. Et alors, il a une belle forme, comme ça, hémisphérique. En fait, l'histoire d'Uccle remonte avec justement la création de sa paroisse et d'une église. Et de cette église, on peut être assuré qu'il y avait une paroisse et un sanctuaire, mais qui n'avait rien à voir avec celui-ci, à la fin du XIe siècle. Donc ça fait quand même presque 1000 ans d'existence. Pour le parvis? Pour l'existence d'une église. Oui. Et puis alors après, il y a eu beaucoup de transformations. L'église elle-même, qui est là, elle remonte à la fin du XVIIIe siècle, un petit peu avant la Révolution française. Elle a remplacé une église romane qui était en très mauvais état et elle a été reconstruite par la personne qui avait l'autorité sur la paroisse. Et la personne qui avait l'autorité sur la paroisse, c'était l'abbesse de Forêt. Nous dépendions, pour dire les choses simplement, de l'abbaye de Forêt, qui était très importante sous l'Ancien Régime. La commune juste à côté, pas si loin. Oui, Forêt. Oui, c'est ça. Oui, et Uccle et Forêt, sous l'Ancien Régime, avaient des liens extrêmement forts auxquels nous sommes sensibles. Oui. Alors ici, c'est pas mal un quartier commercial. Aujourd'hui, beaucoup de restaurants, de belles maisons de bouche, une librairie dans laquelle on se trouve. Et là, une chaussée d'Alsenberg aussi très, très, très commerciale. Ça fait longtemps que les environs sont comme ça dédiés au commerce. Uccle, jusqu'au XIXe siècle, c'était quelques hameaux dispersés et éloignés les uns des autres par des champs ou par des forêts. Et vous aviez je vais en citer 2 ou 3, parmi les plus anciens. Il y avait ici Uccle, qu'on a longtemps appelé même jusqu'au XXe siècle village, Uccle village, qu'on appelle maintenant Uccle centre. À côté de ça, vous aviez Stal, autour de la chapelle de Stal, où il y avait plus d'habitants à Stal qu'à Uccle, et un autre endroit où il y avait plus d'habitants qu'ici à Uccle centre, Uccle village, comme on disait à l'époque, c'est également Carlo Saint-Job. La place de Saint-Job portait à l'époque le nom de Carlo, et il y avait un seigneur. Il y avait un seigneur à Carlo, il y avait un seigneur à Stal, et le village d'Uccle dépendait directement du souverain, c'est-à-dire du duc de Brabant ou de ses successeurs. C'était vraiment c'était tout à fait différent de l'Uccle que nous connaissons maintenant. Donc beaucoup plus rural que commercial, comme on peut le voir aujourd'hui. C'est vraiment le milieu et le deuxième tiers du 19e siècle où Uccle a basculé, au moins la partie nord d'Uccle, a basculé vers l'urbanisme. Et ce que nous voyons maintenant avec la petite rue Xavier Debues, on peut dire que c'est à peu près un paysage qui existe depuis 1850. Alors Uccle a aussi connu des changements démographiques. Vous êtes empressé de me le dire hors antenne. On a cette image d'Uccle très bourgeoise. C'est une commune bien moins homogène, bien plus complexe que l'image et la réputation qu'elle a. Oui, tout à fait. Effectivement, les Uclois sont vus, c'est pas pour des nantis, c'est pas des péteux, que sais-je. On n'avait rien dit. Non, mais je l'entends, mais je veux dire, et très souvent, on dit, on oppose Uccle et Molenbeek, et en ce qui concerne Uccle, je peux dire que c'est assez disparate. Bon, bien sûr, il y a les tout beaux quartiers du Sud et tout ça, qui est là, où c'est vraiment bon. Mais à côté de ça, vous avez des quartiers qui sont plus moyens, et vous avez des quartiers qui sont plus largement populaires. Et comme je vous l'avais dit, ce qu'on appelle le croissant pauvre, donc à l'ouest de la région bruxelloise, il se termine ici à Uccle. Donc c'est beaucoup plus disparate. Et ici, le quartier du centre est un quartier, en fait, moi je vais souvent parce que j'habite pas loin, est un quartier en fait très mélangé. Beaucoup plus mélangé qu'on ne pense. Je crois que quand on vient à Uccle et quand on va dans ces différents endroits, eh bien, on constate qu'il y a une différence. On limite Uccle à un quartier plus nouveau, mais qui est très connu, c'est Fort-Jacot. Là, effectivement, c'est plus l'Uccle de sa réputation. Mais ailleurs, on rencontre de tout.
Dernière question, mais bon voilà, je ne peux pas ne pas vous la poser, vous qui connaissez si bien cette commune, qui vous est chère. Donnez-nous peut-être un coin peu connu du grand public et qui gagnerait, qui mériterait d'être découvert. Surtout là, il commence à faire beau, c'est peut-être un lieu de balade. Quel est votre coin préféré de la commune? Si vous demandez, il y a un coin que je voudrais mettre en avant, c'est le moulin de Neckersgat, qui se trouve, si vous voulez, pas loin du carrefour de la rue de Stahl et de la chaussée de Neerstal quand on prend l'autoroute de Paris, comme on dit. Et un peu plus loin, derrière la rue de l'Étoile, voilà, je donne ça comme point de repère. Vous avez encore tout un coin où il y a une des vallées, la vallée du Gulletsbeek, comme on l'appelle, qui est encore tout à fait conservée et qui est longée par une rue pavée qui nous mène au moulin de Neckersgat, qui a été restauré, qui appartient à la commune et qui est un endroit, je veux dire, où on est tout à fait étonné. Donc on pourrait mettre ça en avant. Il y en a d'autres, il y a le Coberg qui est plus connu, mais là aussi vous êtes au Coberg, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes à Bruxelles. Vous avez le cimetière du Dieweck, mais qui est connu aussi, donc on ne peut pas dire que c'est un coin ignoré. Et alors, moi, mon coin préféré... Et ce sera le dernier, alors. Oui, je pourrais vous encore dire bien d'autres, parce qu'il y a aussi les carrés. Enfin bon, mon coin préféré, façon de parler, pour les balades, c'est le coin juste à la limite de Linkebeek, dans un quartier Winkel, qui est un quartier comme ça, très, très éloigné du reste d'Uccle, mais qui est très ancien. Voilà, que de belles balades à faire. Ah oui, il y a de belles balades à faire. De cette belle commune d'Uccle. Merci infiniment, Patrick Abmieux, d'être passé dans ce studio mobile ce soir pour partager avec nous vos lumières et puis surtout votre passion pour cette belle commune d'Uccle. 19h50, toujours à l'écoute de Bruxelles Revue. Et comme de coutume, on va conclure cette émission en musique, Charlotte. On a pris l'habitude effectivement de faire de la musique live et alors on a de la chance parce qu'on avait prévu de la pluie, mais non, on n'aura pas de la pluie, on aura un beau temps, donc on va pouvoir faire ça sur le parvis Saint-Pierre si ça ce n'est pas beau. Mais d'abord, on vous parle de cadeaux à remporter depuis le début de cette émission et je pense que nous avons quelqu'un qui a participé, beaucoup de monde qui a participé. On va se réécouter le mix des sons de Bruxelles pour se le remettre en oreille et puis pourquoi pas découvrir un nouveau son qui se cache derrière ce mix. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles Revue. Alors je ne sais pas si vous avez retrouvé l'un des sons qui se cachait derrière ce mix. Nous avions déjà trouvé le Manneken-Pis, nous avions trouvé le Carillon du Mont des Arts ainsi que les cloches Sainte Gudule. Il n'y a plus que 5 sons typiquement bruxellois à découvrir dans ce mix. Laure est avec nous. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez trouvé l'un des sons qui se cache dans ce mix des sons de Bruxelles. Qu'est-ce que vous avez reconnu ? Il y en a plusieurs, j'avais reconnu, mais je vais citer la sonnerie du métro bruxellois. Exactement, alors ça nous fait 4 sons. La sonnerie du métro bruxellois était effectivement cachée. Et je dois vous l'avouer, moi, c'était pas le plus facile à trouver. Donc bravo à vous, Laure. Vous avez donc remporté 4 entrées pour le parc Mini Europe. Et puis surtout, les thés de chez T14. Vous avez remporté 4 sachets de thé pour être plus exact. Un centre de thé, un magasin de thé qui est situé en plein centre de la capitale. Merci d'avoir joué avec nous, Laure. Et puis n'hésitez pas à rejouer pour le panier garni. Ça se passera en fin de semaine. Merci Laure. Alors, je vais me rediriger vers un artiste qui s'appelle Bob Doug. C'est un guitariste bruxellois qui participe, qui est dans un groupe accompagné de 3 musiciens. Alors, c'est un style musical entre le blues et le rock. Ils font du blues rock. On va les découvrir sur la scène de l'ancienne Belgique, celle du BSF ou encore du Ronquier Festival. Et c'est le visage du groupe qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Bob Doug. Bonjour, bonjour. Alors, c'est toujours compliqué ici avec les perches. Si on vous a invité dans cette émission sur le parvis live, pour le coup, sur le parvis Saint-Pierre, vous avez un lien avec le quartier, est-ce que je me... C'est avec ma guitare, parfois passer d'un parc à l'autre et tout. Mais c'est vrai que je joue pas vraiment.
été un artiste de rue, comme on dit. J'ai cru que c'était un peu un artiste donc de scène et tout ça. On m'a plus vu sur et tout ça. Mais c'est vrai que pour m'inspirer, qu'on a besoin de s'inspirer un peu autrement que dans sa chambre, on va dans des parcs et tout ça. Comme on a vu ici dans le coin, dans le quartier. Vous jouez du bloc. Qu'on va se rapprocher. Alors est-ce que c'est possible? On va peut-être jouer debout. C'est dans le quartier, donc on parlait du quartier. Alors vous faites du blues rock. C'est quoi les influences du groupe? Alors oui, il y en a plein. Il faut savoir que dans le groupe, on est 4 et chacun a vraiment ses propres influences, ses propres genres qu'ils adorent. Et il faut savoir que ouais, on est quand même très blues, c'est vrai, surtout Arnaud et moi, le pianiste et moi. Et les autres sont un peu plus dans le classique rock et ce genre de choses. Pour moi, je dirais du coup du Stevie Ray Vaughan, vraiment des vieux trucs des années 60, bien blues, B.B. King, ce genre de choses. Plus trop ce qu'on écoute d'aujourd'hui malheureusement, mais ouais. Et ça a vraiment, je pense, influencé notre musique. On essaie de faire du blues rock, mais aussi un peu plus moderne. On essaie de mettre ça au bout du jour, disons, et que ça puisse plaire à des gens qui n'ont pas forcément déjà écouté ça avant, quoi. Donc, voilà. On parlait des festivals de cet été qui malheureusement ont été annulés. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le Covid? Est-ce qu'il y a des dates qui ont été reportées, annulées, des festivals et des scènes? On est en train de préparer la tournée des festivals. On a un album qui devait sortir en fait juste avant le Covid. Alors on était très très déçus parce qu'on était en train d'organiser toutes les dates et tout ça et tout est vraiment tombé à l'eau directement. Du coup, ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est préparer la sortie de l'album. Il est prêt et en fait, il suffit de le poster. Donc voilà, on va un peu voir par rapport à avoir des scènes sur lesquelles on peut jouer. C'est là, mais donc voilà, on va voir. C'est très dur de dire en ce moment en tout cas, mais avec l'album qui sort, qui est prêt, on est en tout cas très très heureux de cette année qui va être incroyable, on espère. On verra quoi. Bon, maintenant on parle de votre musique, Bob Doug. On va peut-être l'entendre cette musique. On va jouer un extrait. Est-ce que c'est un extrait du nouvel album? Oui, c'est un extrait de nouvel album. C'est le seul morceau acoustique. D'ailleurs, il y a un clip acoustique qui sortira la semaine prochaine du même morceau. Voilà. Eh bien, on s'écoute du coup Bob Doug. La place, le parvis Saint-Pierre est à vous. Merci. Walking alone in the street, sun shines down on my face. Look sometime, but I don't know why. I'm looking forward to feeling free again. I feel like going back home, oh, trying to get home. Going back home, oh, same story's getting old. Time is slipping away. Nothing else is messing with me. No one wants to pay the price of being poor. I feel rich by walking alone. I feel like going back home. Oh, trying to get home. Going back home. Oh, same story's getting old.
sortir entre la perche et les feuilles, je le ferai, c'est promis. On reste donc bien à l'écoute de vos réseaux, Bob Doug, pour pouvoir suivre la sortie de cet album et puis qui sait vous retrouver sur les scènes des festivals en 2021. On l'espère en tout cas pour vous. Un artiste donc ici, presque du Parvis Saint-Pierre si on peut dire, mais en tout cas Duc, merci d'avoir été avec nous. Je retourne vers Soraya puisque ça y est, l'émission touche déjà à sa fin. Alors si c'est fini pour cette semaine, ça n'est pas grave, on se retrouve encore pour la semaine prochaine, une semaine supplémentaire pour Bruxelles Revit et puis de nouveaux quartiers évidemment. On se retrouvera au cimetière d'Ixelles le mercredi prochain, sur la place du Miroir vendredi prochain, tout ça pour vous faire gagner encore plus de cadeaux, vous faire vivre encore plus de quartiers, faire revivre les quartiers, puis surtout encore plus de rencontres, puisqu'on continuera à rencontrer les commerçants, mais aussi tous les acteurs de ces quartiers, et puis des cadeaux. N'oubliez pas les cadeaux, Soraya. Des cadeaux et puis des rencontres, comme vous le disiez, des rencontres qu'on a pu faire déjà aujourd'hui. On va remercier tous nos intervenants passés dans cette librairie Bleu d'encre. Merci d'ailleurs à toute l'équipe de la librairie pour son chaleureux accueil. Merci également à toute l'équipe technique qui a rendu la réalisation de cette émission possible. Merci à Charles Carpro, merci à Antoine Martens, merci aussi à Raphaël Sellekarts, à Jean-Jacques Deleu et Sébastien Van Mulders, la fine équipe qu'on retrouvera donc. Ce sera la semaine prochaine. Si vous souhaitez réentendre cette émission, sachez que c'est possible sur nos réseaux sociaux, sur le site de BX1+, ou sur le site de BX1, bx1.be. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook. On vous retrouve la semaine prochaine, en pleine forme, on l'espère. D'ici là, passez un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. À mercredi prochain. Bruxelles revit.